Le rôle de la monnaie est tout à fait simple. C'est un pouvoir d'achat en attente. Quand on détient de la monnaie, on peut l'échanger contre n'importe quoi, à n'importe quel moment, auprès de n'importe qui. Et donc, la monnaie rend des services importants, qui sont en particulier des services de sécurité. Et je pense qu'on doit toujours garder à l'esprit cette idée que la monnaie, c'est un pouvoir d'achat en attente, car la conséquence logique, c'est que la politique monétaire, qui est la politique de création de monnaie, doit avoir pour objectif de maintenir ce pouvoir d'achat, ou même de l'améliorer, bien sûr. Alors, il y a bien des dangers d'une politique monétaire expansionniste, et en gros, on peut dire qu'il y a deux choses importantes. D'abord, et ça c'est bien connu, une politique monétaire expansionniste se traduit par de l'inflation. Et l'inflation, c'est toujours mauvais, puisque précisément, l'inflation, ça signifie que la monnaie perd du pouvoir d'achat. Donc c'est une atteinte à la qualité de la monnaie. Et en tant que telle, on ne devrait pas être favorable à l'inflation. Et la deuxième chose importante, c'est que lorsqu'il y a de l'inflation, eh bien, cela brouille les signaux de prix, cela crée des incertitudes, et il y a par ailleurs une conséquence importante, à savoir que à notre époque, la création monétaire se fait en contrepartie de distribution de crédit, et s'il y a une expansion monétaire importante, cela nécessite une baisse du taux d'intérêt, et donc on modifie les choix des individus, en particulier ce qui est le plus important, des choix intertemporels. Le taux d'intérêt, c'est le prix du temps. Alors, il est difficile, évidemment, de résumer rapidement les principales approches théoriques. Il y en a beaucoup, mais j'aimerais le résumer en trois catégories. Il y a d'abord, bien entendu, l'approche keynésienne, qui est bien connue et qui, malheureusement pour moi, est l'approche dominante. Euh, Keynes est préoccupé toujours par le problème de l'augmentation de la demande globale, qui est pour lui le moyen de sortir de la stagnation, du sous-emploi, etc. Et dans des conditions normales, donc la politique monétaire expansionniste, précisément parce qu'elle implique une baisse du taux d'intérêt, stimule l'investissement, mais dans l'optique keynésienne, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement le fait que l'investissement permet d'accroître la capacité productive, mais que l'investissement, c'est un élément de la demande globale. Et par ailleurs, dans la théorie keynésienne, il y a un ensemble d'hypothèses qui sont censées, à tort à mon avis, mais qui sont censées expliquer un équilibre de sous-emploi. Et dans ce cas-là, ce n'est pas la politique monétaire qui est préconisée, mais la politique budgétaire, en particulier le déficit budgétaire. Le contre-pied de cette théorie a été pris par beaucoup d'auteurs, mais en particulier par Milton Friedman. Milton Friedman est ce qu'on a appelé l'école monétariste, qui a rappelé une chose tout à fait évidente, à savoir que l'expansion monétaire se traduit essentiellement par de l'inflation. Et Milton Friedman a particulièrement lutté contre une idée qui était très répandue à l'époque où il a écrit, l'idée qu'il y avait là une courbe de Phillips, c'est-à-dire qu'on pouvait réduire le chômage en ayant un peu d'inflation. Il a montré que c'était un phénomène de court terme uniquement, parce qu'à court terme, l'expansion monétaire a pour conséquence d'augmenter les prix, mais les salaires nominaux suivent avec retard, donc il y a une baisse de salaire réel qui permet d'accroître l'emploi. Mais à long terme, on a une relation inverse. Plus l'inflation est élevée, moins on a de croissance, précisément parce que l'inflation détruit les signaux de prix. Et enfin, il y a une troisième approche, et c'est celle-ci qui me paraît la plus importante. Elle est malheureusement très mal connue en France. C'est ce qu'on appelle l'école autrichienne des cycles économiques. Autrichienne parce qu'elle a été développée par deux auteurs d'origine autrichienne, Mises et Hayek. Et c'est cette théorie en particulier, me semble-t-il, qui est la seule à expliquer la récente crise monétaire et financière. Elle insiste beaucoup sur une chose, à savoir que lorsqu'il y a une politique monétaire expansionniste et donc une baisse du taux d'intérêt, cela induit des distorsions dans les structures de prix, les structures de production. On est tenté d'investir dans des projets qui normalement ne devraient pas être rentables ou qui sont trop risqués. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu au cours des années récentes. Donc la politique monétaire expansionniste est à l'origine des cycles monétaires. Et bien entendu, comme les illusions ne peuvent pas durer indéfiniment, il faut revenir à la sagesse à un moment. C'est ce qu'on appelle la crise.
Alors, je crois que c'est une des grandes illusions de notre époque de penser que la politique monétaire peut résoudre les problèmes de l'économie réelle. Prenons peut-être justement l'exemple de la France. Nous avons en réalité une stagnation de long terme sur plusieurs décennies avec des taux de croissance très faibles et un taux de chômage élevé. Ceci est dû, à mon avis, essentiellement aux excès de prélèvements obligatoires et aux excès de réglementation. Or, on ne peut résoudre un phénomène qu'en connaissant les causes. Si les causes de cette situation économique sont effectivement celles que je viens d'évoquer, il est bien évident que ce n'est pas en créant de la monnaie que l'on va surmonter ces difficultés. Alors, pour en revenir à la situation récente, sur cette tendance de long terme est venue se greffer la crise, et comme je le rappelais, la crise, elle a une cause monétaire, mais précisément, c'est l'instabilité de la politique monétaire qui a créé la crise, et ce n'est pas en créant une nouvelle instabilité qu'on va sortir de la crise. Donc c'est, je crois, une des grandes illusions de notre époque de penser que par un coup de baguette magique, on peut, en faisant de la création monétaire ou éventuellement en dévaluant, en dépréciant la monnaie, etc., résoudre les problèmes réels. Une fois de plus, il faut analyser les problèmes, en voir les causes, et dans toutes les disciplines humaines, eh bien, on sait bien que pour résoudre un problème, il faut il faut modifier ses causes. Je ne pense pas que le mandat de la Banque centrale européenne doive être fondamentalement repensé. Et il y a beaucoup de voix qui s'élèvent actuellement pour demander qu'on lui donne pour objectif, non pas, comme ça a été le cas jusqu'à présent, un objectif d'inflation ou de limitation de l'inflation, mais un double objectif, comme c'est le cas d'ailleurs pour la Banque centrale américaine, à savoir l'inflation et l'activité économique. Je pense que ça serait un très grand danger, précisément parce que c'est une illusion de penser qu'avec la politique monétaire, on peut résoudre des problèmes réels. Donc on risque de créer encore plus d'illusions s'il y a ce double objectif. On le voit, je crois d'ailleurs aux États-Unis, lorsqu'il y a une situation de relative stagnation, on fait une politique monétaire expansionniste qui se traduit par ces distorsions dans les structures de prix et de production qui ont été soulignées par l'école autrichienne du cycle. Et à un moment ou à un autre, les illusions se dissipent, il faut revenir à une politique monétaire plus sage. À ce moment-là, il y a la crise. Et au bout de quelques temps, pour sortir de la crise, on se lance dans une politique monétaire à nouveau expansionniste. Donc on a continuellement des cycles. Donc je pense qu'il est sage de ne pas donner ce double objectif à la Banque centrale européenne. De manière générale, d'ailleurs, il est bien connu qu'on ne peut pas atteindre deux objectifs différents avec un seul instrument, en l'occurrence la politique monétaire. Je serais même tenté de dire que l'on pourrait donner à la Banque centrale européenne un objectif plus précis, au lieu de lui donner un objectif d'inflation, lui donner pour objectif de limiter la création monétaire. Nous savons que la monnaie a pour rôle de maintenir le pouvoir d'achat, donc on doit se préoccuper effectivement de savoir comment maintenir ce rôle. Et c'est ce qu'on peut peut-être appeler le paradoxe de la monnaie, à savoir que plus on crée de monnaie, ce qu'on peut appeler des encaisses nominales, moins le pouvoir d'achat des encaisses existantes est important, il y a une perte de pouvoir d'achat, et donc les individus ont moins d'encaisses réelles. Or, ce sont les encaisses réelles qu'ils désirent, c'est-à-dire la valeur réelle, le pouvoir d'achat de leurs encaisses. Donc, le meilleur moyen de permettre aux individus d'avoir un pouvoir d'achat monétaire important en réserve, c'est de ne pas créer de monnaie. Imaginons un monde où il y aurait une quantité de monnaie constante pour toujours. Qu'est-ce qui se passerait? Il y a un progrès technique dans beaucoup d'activités et les prix des biens où le taux de progrès technique est le plus élevé diminuent par conséquent en termes nominaux, en termes monétaires. Donc on a en moyenne une stabilité, une baisse des prix, on a une baisse des prix, mais surtout une baisse des prix des biens qui sont où la productivité augmente le plus. C'est ce qu'on appelle la déflation. Et alors je sais que beaucoup de gens ont peur de la déflation parce qu'on assimile déflation et dépression, ce qui n'est pas le cas, sauf dans quelques hypothèses spécifiques, ce qu'on a connu dans les années 29-30, à savoir que lorsque la déflation
n'est pas prévu à l'avance, eh bien, il peut y avoir momentanément une crise économique. Mais si on a sur le long terme une baisse continuelle et à peu près régulière des prix, le pouvoir d'achat de la monnaie augmente. Donc le fait de ne pas créer de monnaie permet aux gens d'avoir des encaisses réelles plus importantes. Alors, je suis tout à fait favorable à l'idée de concurrence entre les monnaies, parce que d'une manière générale, je crois que la concurrence, c'est un aiguillon de l'activité humaine absolument formidable. Frédéric Hayek définissait la concurrence comme un processus de découverte. Lorsque des producteurs sont en concurrence, chacun essaye de faire mieux que les autres. Donc ça stimule l'innovation. Et ce qui est vrai de manière générale, et en particulier pour la monnaie. Il est tout à fait frappant d'ailleurs, si on regarde l'histoire, que pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, il y a eu des monnaies concurrentes et il y a eu stabilité monétaire, pas de crise monétaire, etc. Et depuis qu'il y a des monopoles monétaires qui sont les monopoles des banques centrales, c'est-à-dire que sur tel ou tel territoire national ou européen, on a une banque centrale qui est le monopole de la création monétaire, eh bien on a une augmentation vertigineuse du taux d'inflation et une série de crises monétaires. Le monopole est toujours mauvais, et il est en particulier pour des activités importantes comme la monnaie. Donc je crois à la concurrence, parce que s'il y a plusieurs producteurs de monnaie en concurrence, eh bien chacun essaye de produire une monnaie meilleure que les autres. Alors concurrence entre quels producteurs? La première possibilité, c'est évidemment la concurrence entre les monnaies nationales existantes, nationales ou européennes, bien évidemment. On aurait pu, à mon avis, réaliser l'intégration monétaire de l'Europe depuis bien longtemps si, au lieu de chercher à créer l'euro, on avait tout simplement dit les Européens ont le droit d'utiliser la monnaie qu'ils désirent. Mais je pense aussi qu'il faut aller plus loin et accepter l'idée que la monnaie puisse être créée par des producteurs privés, comme ça a été le cas dans l'histoire. L'étalon-or, par exemple, dans sa première forme, qui a été la plus efficace, c'était un système où chaque banque émettait ses propres billets et promettait d'échanger les billets à prix fixe contre de l'or. Et parce qu'il y avait précisément concurrence, aucune banque n'osait émettre trop de billets, parce que ces billets se seraient dépréciés et elle aurait à la limite fait faillite parce qu'on aurait quitté cette banque pour aller vers d'autres banques produisant une monnaie qui est meilleure. Alors cela peut paraître une utopie, bien sûr, de parler de monnaie privée, mais pas totalement, nous le voyons. Il y a actuellement l'émergence d'une série de monnaies privées, le Bitcoin est le plus connu. Je ne dirais pas que c'est une monnaie parfaitement fiable, je pense qu'il y a des progrès à faire justement dans la définition de ces monnaies privées, mais le Bitcoin n'est d'ailleurs pas le seul, il y en a d'autres. Et donc cette idée de la concurrence entre les monnaies est peut-être une idée pleine d'avenir.